Donc on va maintenant attaquer, on a une petite heure pour regarder les mécanismes de spéciation. Et le lien avec la phylogénie est le suivant. Donc en phylogénie, en bonne procédure cladistique, on considère que ce qui caractérise un branchement dans notre arbre phylogénétique, c'est l'apparition d'une innovation évolutive sur un branchement qui n'est pas présente dans l'autre branchement. Donc si on raisonne un petit peu en organisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, sur cet embranchement-là, juste avant d'arriver au nœud, on avait une population d'organismes homogènes, et une partie de cette population-là va intégrer une innovation évolutive et va devenir donc une population distincte. Et donc si on se met au niveau de l'espèce dans notre arbre phylogénétique, ça veut dire ici on a une espèce et après on a deux espèces. Donc la spéciation concerne ce qui se passe ici, là, vraiment au moment où à ce nœud-là, on a un embranchement qui va se scinder en deux. Donc c'est ça la spéciation. Alors, avant de s'attaquer à cette question-là, il faut que l'on regarde de plus près qu'est-ce que c'est qu'une espèce. Et on va voir que ce n'est pas une question aussi simple que ça. Une fois que l'on a une idée sur ça, ça va nous permettre de proposer quelques modèles pour expliquer comment une population peut se scinder en deux et donner deux espèces distinctes. Ce sont des modèles de spéciation allo et sympatriques. On va voir que ce qui va caractériser ces modèles, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir une barrière au flux génique qui se met en place. Donc on va voir qu'est-ce que ça veut dire précisément une barrière au flux génique. Et dernièrement, en dernier lieu, on va regarder un mécanisme de spéciation qui est très important chez les plantes, la spéciation par polyploïdie. Et donc ça, c'est notre plan. Alors, définition de ce que c'est qu'une espèce. Bon, bah, ce n'est pas une question nouvelle. Au 19e siècle, Darwin, il a écrit quelques lignes sur un petit peu les problèmes de donner une définition de ce que c'est qu'une espèce. Cela vient de ce que l'on essaye de définir l'indéfinissable. Alors, avant le 19e siècle, 18e siècle, à l'époque de Linné, la définition d'espèce était ce qu'on pouvait appeler le concept typologique. Donc l'idée, c'est que bon, les espèces sont les unités naturelles du vivant, c'est un peu comme les atomes du vivant. Elles sont immuables et on ne peut pas transformer l'une en l'autre. Okay. Et qu'est-ce qui caractérise une espèce? C'est une certaine morphologie et tous les individus de l'espèce partagent la même morphologie. Donc si on voulait caractériser une espèce, il suffisait de collectionner un exemple type d'un individu de cette espèce-là, de décrire ses caractéristiques morphologiques, pelage, plumage, caractéristiques du squelette, caractéristiques des fleurs pour les plantes. Et donc, voilà, on a défini l'espèce. Donc, c'est ça l'origine du nom, concept typologique. On va définir les caractéristiques d'un organisme, d'un individu type de l'espèce, et c'est ça. L'espèce est donc ça. Et donc ça, c'est un petit peu ce qui a qui était le moteur ou la motivation derrière un petit peu l'établissement de grandes collections dans les musées zoologiques en France et au Royaume-Uni. Et l'idée, c'était de collectionner un exemple type de chaque espèce, et comme ça, on allait avoir le catalogue du vivant sur place. Et donc, cette façon de faire des choses a été un petit peu exagérée, parce que de temps en temps,
on ne disposait pas de la totalité de l'organisme. Donc, pour les espèces fossiles, peut-être on avait, je ne sais pas moi, une partie du squelette ou le crâne, et on essaie de définir l'espèce basée sur les caractéristiques d'une partie de l'organisme. Dans le vivant, fin 19e, début 20e siècle, on avait pas mal de descriptions d'espèces d'oiseaux qui étaient basées sur une plume, qui était découverte dans une usine pour fabriquer des chapeaux, parce qu'ils importaient des plumes des oiseaux exotiques. Donc quand on voyait une plume qui était nouvelle, jamais vue avant, on se dit, voilà, ça vient d'une nouvelle espèce d'oiseau. Au début du XXe siècle, on commençait à se dire, bah, peut-être c'est un peu trop là. On a caractérisé un certain nombre d'espèces basées sur des plumes. Il faudrait peut-être aller voir si vraiment cela représente une population distincte d'oiseaux que l'on pourrait caractériser comme une espèce nouvelle. Et donc, on voit entrer sur la scène Ernst Mayr, figure immense de la biologie du XXe siècle, et il était de formation en ornithologue. Et ses premiers travaux de recherche sur le terrain il était envoyé en mission en Nouvelle-Guinée pour décrire des espèces d'oiseaux là-bas, et aussi de confirmer si certaines espèces qui avaient été décrites auparavant basées sur une seule plume étaient réellement existantes. Donc, il est allé à cette mission-là et il avait des problèmes très pratiques quand il avait deux populations d'oiseaux assez semblables sur le point de vue de leur apparence, mais qui avaient quelques différences quand même, de savoir s'il s'agissait de deux espèces distinctes ou seulement deux variantes de la même espèce. Et pour l'aider, il a développé le concept biologique d'espèce, qui était ceci. Donc, petit à petit, ça c'était dans les années 1920, il a développé ce concept. Donc, pour lui, les espèces sont des groupes de population effectivement ou potentiellement interféconds et qui sont reproductivement isolés d'autres groupes similaires. Donc ça, comment ça marche? Bon, en pratique, c'était très très utile pour lui, parce qu'on peut imaginer, donc ça c'est nos deux populations d'oiseaux qui ont des apparences semblables. Si il y a une interfécondité entre ces deux groupes, on peut dire que les hybrides sont viables et fertiles. On peut dire, voilà, il s'agit d'une seule espèce et deux variantes. Par contre, s'il n'y a pas d'interfécondité, donc pas de reproduction, ou alors des hybrides uniquement stériles, on peut dire que ces deux espèces-là sont distinctes. Donc en pratique, on peut utiliser cette technique actuellement, enfin ce concept actuellement. En pratique, on ne va pas le faire en prenant des individus, en essayant de les faire reproduire ensemble. On va regarder les marqueurs génétiques polymorphes chez les deux populations, ce qui va nous permettre de déterminer s'il y a des échanges génétiques vraiment dans la nature. Donc, ça, c'était le concept biologie d'espèces de Mayr, tel qu'il a énoncé initialement en 1942. Donc, cette fois-ci, ce n'est pas la ressemblance morphologique qui est importante dans ce concept, c'est l'interfécondité, c'est la reproduction. Donc, on change un petit peu de focus là. Donc, il a présenté ça, et puis ensuite, d'autres biologistes ont testé son concept pour voir est-ce que ça marche pour tout. Et on a découvert quelques problèmes. Okay. Donc, un des problèmes vient quand on essaie de poser la question si telle ou telle espèce actuelle, c'est la même chose qu'une espèce qui existait dans le passé. Donc, un exemple un petit peu facile, c'est donc cette espèce de mousse là, le Polypodium. Non, Polytrichium, voilà. Polytrichium, est-ce que c'est la même espèce que celle qui a été décrite il y a 300 ans dans les travaux botaniques? Et bon, bah, si on ne peut pas les croiser pour tester, ça va être difficile de le savoir. Un autre problème vient des espèces
qui ont une reproduction asexuée ou autogame. Parce que si toute notre définition d'une espèce est basée sur l'interfécondité, ça veut dire que de nombreuses espèces de plantes et la totalité des bactéries, on ne peut pas savoir s'il s'agit d'une espèce distincte ou pas. Alors, chez les coquelicots, dans le genre papaver, on a quelques espèces qui sont exclusivement autogames et d'autres espèces qui sont sexuées. Et superficiellement, on pourrait se dire, ah oui, mais c'est pas un problème parce que, évidemment, l'espèce papaver dubium qui est autogame, évidemment, elle est en isolement reproductif par rapport à l'autre espèce parce qu'elle est complètement autogame. Donc, elle ne va jamais fertiliser les coquelicots de notre espèce. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que si vous avez deux populations de papaver dubium à deux endroits différents, ou même à proximité, puisqu'il n'y a jamais d'interfécondité, comment savoir si nos populations A et population B sont de la même espèce, même si, de tout point de vue, il s'agit de la même fleur. Et on pourrait même pousser le raisonnement jusqu'au bout et dire deux individus, deux plantes de cette espèce-là, est-ce qu'elles appartiennent à la même espèce ou pas? Parce que chaque plante individuellement va se reproduire indépendamment. Donc on arrive à une conclusion un petit peu absurde, c'est que chaque individu représente une espèce. Donc on ne peut pas appliquer le concept biologique d'espèce à un certain nombre d'organismes, un grand nombre d'organismes. Donc ça, c'est une faiblesse peut-être parce que à la base, Mayer, c'était un ornithologue, il était focalisé sur des espèces animales qui ont une reproduction sexuée. Et deuxième difficulté, c'est qu'on a plusieurs exemples d'hybrides interspécifiques qui sont fertiles. Donc, chez les plantes, ce n'est pas du tout rare. Un exemple, ce sont chez les benwatts, donc du genre Geum. Donc, on a 25 espèces qui s'hybrident et donnent une descendance qui est plus ou moins fertile. Donc, par exemple, le benwatt des ruisseaux, Geum rival, pousse dans les milieux humides. La benwatt commune, Geum urbanum, en lisière des chemins, en talus ombragés. Des fois, quand les deux plantes poussent à proximité, on peut avoir une descendance hybride qui est fertile. Donc le problème, c'est que comment on applique le concept biologique d'espèce? Si on l'applique rigoureusement, on devrait dire que Geum rival et Geum urbanum appartiennent à la même espèce, parce que les hybrides entre les deux sont fertiles. Mais ça n'a pas beaucoup de sens parce qu'on voit qu'on a une distinction morphologique très claire entre les deux plantes et il y a une spécialisation sur différentes niches écologiques. Donc si on dit que tout ça c'est la même espèce, on perd un petit peu de sens, bon sens biologique, c'est-à-dire on veut décrire un type d'organisme qui a une certaine particularité. Donc il n'y a pas beaucoup de sens à regrouper tous ces objets ensemble sous le nom de la même espèce. Et aussi, on pourrait dire la même chose chez les animaux, les lions et les tigres sont interfégants, les hybrides sont fertiles, mais dans la nature, on a des populations qui vivent sur différents continents, qui sont adaptées à différentes niches écologiques. Donc il n'y a pas de sens à les classer ensemble dans la même espèce. Donc ça a amené des biologistes à proposer d'autres définitions d'espèces dont l'objectif de résoudre une fois pour toutes la définition de ce que c'est qu'une espèce. Donc on a Van Velen qui a proposé le concept écologique d'espèce qui était repris par Mayer. Donc dans ce cas-là, une espèce est une communauté reproductive de population, reproductivement isolée, et qui occupe une niche particulière dans la nature. Donc ça aide quelque part parce que ça nous met la reproduction, c'est toujours au cœur de la définition, mais ça nous permet de résoudre cette situation-là. Donc, on a deux niches écologiques
qui sont occupés par ces deux espèces, donc ça marche. Concept écologique d'espèce. Donc il y a aussi Bohm, il y a 25 ans, qui a proposé le concept d'espèce phylogénétique. Donc pour Bohm, une espèce, c'est une agrégation de population ou de lignées, donc qui tient en compte la reproduction asexuée, qui regroupe un ensemble unique de caractères. Donc il entend caractères dérivés partagés, synapomorphie. Donc il donne une définition de l'espèce qui colle avec les cladistiques. Donc c'est pour ça que c'est le concept d'espèce phylogénétique. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, les caractères, c'est quoi? C'est les caractères morphologiques. Donc c'est un peu un retour vers un concept typologique. C'est la ressemblance morphologique qui est importante ici, là, dans cette définition. Et à la fin, on arrive un petit peu au sentiment que c'est vraiment impossible de dire entre la mode de reproduction et la ressemblance morphologique, laquelle on ne peut pas simplement baser notre définition d'espèce sur l'un de ces deux caractères. Et donc on revient peut-être à ce qu'avait dit Georges Cuvier au début du 19e siècle, avec une formulation que je trouve assez élégante d'ailleurs. Donc une espèce, une collection des corps nés les uns des autres ou de parents communs, donc reproduction asexuée et sexuée, et qui les ressemblent autant qu'ils se ressemblent entre eux, et ressemblance morphologique. Donc ils combinent en une phrase ces deux éléments très importants, mode reproduction en commun et ressemblance morphologique. Donc je ne suis pas sûr qu'on est arrivé à améliorer la définition de Cuvier. Ok, juste pour voir si on est clair sur le concept biologique des espèces. Réfléchissez pendant 2 minutes sur ces deux petites questions. Ici, espèce dimorphe, polymorphe. Espèce dimorphique, c'est quand les mâles et les femelles ont une morphologie très très différente. Un canard colvert, les mâles et les femelles ne se ressemblent pas du tout. Polymorphe, c'est comme chez les fourmis, on peut avoir plusieurs castes ouvrières avec des morphologies distinctes. Ok, pour le 1, concept biologique d'espèce applicable à tout le vivant, qui dit oui? Qui dit non? La réponse est non. Hein. Ça marche uniquement pour les espèces qui ont un mode de reproduction sexué. Okay. Espèce autogame, ça ne marche pas très bien. Il est applicable aux fossiles. Qui dit oui? Qui dit non? Vous avez raison, la réponse est non. Okay. Sur les fossiles, on peut connaître la morphologie, mais on ne peut pas savoir si deux espèces fossiles étaient capables de se reproduire ensemble. Première une classification correcte des espèces dimorphes polymorphes. Qui dit oui? Qui dit non? La réponse est oui. Okay. Pourquoi on dit que le mâle et la femelle du canard colvert sont de la même espèce? C'est parce qu'ils se reproduisent ensemble. Donc c'est l'application du concept biologique des espèces qui prime là, malgré une morphologie qui est très différente. Il aide à résoudre les statuts des hybrides chez les plantes. Qui dit oui? Qui dit non? Vous avez raison, la réponse est non. Okay. Concept biologique des espèces, ce n'est pas vraiment suffisant. Ok, donc il y a des limitations au concept biologique des espèces. Mais si j'ai attardé là-dessus, c'est parce qu'en fait, c'est très important dans le développement des modèles de spéciation. Et ça, c'est parce que, pour Mayer, et c'est lui qui a proposé ces modèles, justement. Pour Mayer, si on reste dans le concept biologique des espèces, ce qui compte, c'est quand on a l'interfécondité. Et donc, la spéciation arrive quand il n'y a plus d'interfécondité.
entre deux populations. Alors, pourquoi cela permet d'avoir des espèces avec des caractéristiques morphologiques, des adaptations qui sont différentes? Bon, Mayer a expliqué ça un petit peu comme ceci. Donc, imaginons que l'on a dans une population, au sein d'une espèce, un individu va subir une mutation qui est favorable. Donc, par la sélection naturelle, cette mutation va se répandre dans toute la population et petit à petit, le phénotype de l'ensemble de la population va être modifié. Mais on a commencé avec une espèce au départ, on a toujours une espèce à la fin. Donc les caractéristiques de l'espèce ont changé, mais on a toujours une seule espèce. Donc c'est un exemple de l'anagénèse. Alors, c'est ça le problème pour l'évolution par la sélection naturelle. Juste tout seul, on ne voit pas vraiment comment deux espèces peuvent évoluer à partir d'une seule espèce. On voit que l'espèce peut changer longtemps, mais comment se fait-il qu'on a de nouvelles espèces qui apparaissent? Et donc c'est Mayer qui a résolu ce problème. Parce que lui, il dit que si le flux génique entre les individus dont la population est bloquée, alors à ce moment-là, deux populations distinctes peuvent émerger. Donc c'est ça. Donc ici, on commence avec la même population. On a notre apparition on a la même mutation favorable qui commence à se répandre, mais à un moment donné, si cette partie de la population ne se reproduit plus avec le reste, bah alors cet allèle-là va plus se disperser, et donc on finira par avoir deux groupes distincts qui ne se reproduisent pas ensemble et qui sont morphologiquement distincts. Donc on a bel et bien la cladogénèse, c'est-à-dire l'émergence de deux espèces à partir d'une seule espèce. Donc c'est ça l'importance du concept biologique des espèces, parce que ça permet d'imaginer des modèles de spéciation. Donc, du coup, l'événement clé, c'est de bloquer le flux génique entre d'une partie de la population vis-à-vis du reste de la population. Donc Mayer a proposé, OK, quelles sont les conditions qu'on peut imaginer qui permettent ça? Et donc, il a proposé deux modes majeurs de spéciation, la spéciation allopatrique, donc allo différents pays. Et dans ces modèles-là, le flux génique est bloqué par une barrière géographique. Donc il y a une séparation physique d'une partie de la population par rapport au reste. Et il a proposé un petit peu comme une possibilité théorique, la spéciation sympatrique, où on a un blocage de flux génique, malgré le fait qu'il n'y a pas vraiment de barrière géographique. Et pour la spéciation allopatrique, il a proposé trois mécanismes distincts. Okay, la spéciation par vicariance, donc on a une séparation totale de deux parties de la population. La spéciation péripatrique, où on a une grande population et une partie à la périphérie va se différencier petit à petit. Et la spéciation parapatrique, où on a une spéciation qui s'étend sur une grande aire géographique, et les deux extrémités vont se diverger petit à petit. Donc on va voir ça un petit peu. D'abord, spéciation allopatrique. Donc à la base de cette idée, c'est que une partie de la population va se retrouver isolée géographiquement. C'est ça le premier événement, et ensuite, petit à petit, ils vont diverger par rapport à la population initiale. Donc un exemple comme ça, de ça, c'est chaque fois que l'on a une colonisation des îles par des espèces qui venaient du continent. Donc les îles Galapagos, c'est un exemple de ça. Donc ces îles-là ont émergé il y a 2,3 millions d'années. Et ensuite, petit à petit, ils ont été colonisés par des espèces de plantes et d'espèces animales venant du continent sud-américain. Donc les pinsons des Galapagos, donc c'est une petite population qui est arrivée ici, sur les îles à partir du continent. Puis c'est la séparation géographique qui a permis leur différenciation par rapport à la population ancestrale sur le continent. Et on a chaque fois que l'on a des îles isolées. Et c'est pour ça que l'on a des flores et des faunes endémiques sur pas mal d'îles isolées.
Hawaï, Nouvelle-Zélande, Madagascar, etc., on a une flore et une faune endogène, parce qu'à un moment donné, les premiers individus qui ont colonisé ces îles-là avaient été en séparation géographique par rapport à la population initiale. Et plus cet isolement dure, plus on a d'espèces endogènes, endémiques plutôt. Donc une espèce endémique, c'est une espèce qui est présente à un endroit et nulle part ailleurs au monde. Donc elle a vraiment eu son origine sur ces îles. Alors, différents exemples des mécanismes spécifiques. Donc, spéciation par vicariance. Une population est séparée, scindée en deux. Donc, on voit ça quand des populations peuvent être séparées par l'émergence des masses de terre ou séparation par des grands cours d'eau. Donc, un exemple, c'est l'émergence de l'isthme de Panama, qui a eu lieu il y a 3,5 millions d'années. Auparavant, les côtes pacifiques et les côtes des Caraïbes étaient connectées, donc il n'y avait que de l'eau ici. Donc on avait des populations d'invertébrés, de vertébrés qui vraisemblablement étaient une seule espèce. Donc chez les crevettes revolver, actuellement on dénombre 7 paires d'espèces qui vivent sur les côtes caribéennes ou pacifiques, qui se ressemblent et qui occupent des niches écologiques semblables. Donc la question c'est, bon bah, ces populations ont été séparées il y a 3 millions d'années. Est-ce qu'il s'agit toujours de la même espèce ou s'agit-il de deux espèces distinctes? Est-ce qu'on a une spéciation provoquée par la séparation géographique? Et donc pour le tester, donc on a pu installer une station de recherche en biologie marine au Panama, récupérer les crevettes d'un côté et de l'autre côté, les mettre ensemble dans le même aquarium. Est-ce qu'ils se reproduisent ensemble? Donc on applique le concept biologique d'espèce. Bah, quand on le fait, non. Les deux populations ne sont plus interfécondes. Donc on a bel et bien une spéciation suite à une séparation géographique. Alors, spéciation péripatrique, c'est un petit peu différent. Cette fois-ci, c'est une sous-population périphérique qui va s'adapter aux conditions écologiques locales. Et ces adaptations ici ne sont pas forcément favorables pour le reste de la population. Alors si on s'arrête là, ça ne suffit pas pour avoir la spéciation, parce qu'on aura juste une sorte de variante locale, une sous-espèce, on dirait, d'une seule et unique espèce. Donc on démarre comme ça, mais il faudrait par la suite un isolement géographique ou génétique, en plus de l'adaptation aux conditions locales. Et un exemple récent, ce sont des moustiques dans le métro de Londres. Donc si vous prenez le métro à Londres, vous pouvez vous faire piquer par un moustique du genre Culex, qu'on appelle Culex molestus, et qui est très proche, morphologiquement et génétiquement, des moustiques Culex qui vivent à l'extérieur, Culex pipiens. Or, il y a quelques différences. Donc, Culex pipiens pique les oiseaux, Molestus pique des mammifères. Culex pipiens a un diépause hivernal. Molestus vit dans le métro, donc il fait chaud toute l'année, donc il est actif pendant tout au long de l'année. Et pipiens se reproduit à l'extérieur, dans des zones dégagées, et Molestus dans les espaces étroites. Et si on regarde bien, les clorasements au laboratoire sont inefficaces entre les deux populations. Si on regarde un petit peu les marqueurs génétiques entre les deux populations, on voit qu'en fait, dans la nature, ces moustiques ne se croisent pas non plus. Donc il s'agit bel et bien de deux espèces qui sont en isolement génétique. Alors le processus, c'est quoi? C'est que de temps en temps, les moustiques Culex pipiens ont accès à l'intérieur du métro. Okay, ça vole. Donc ils peuvent voler et aller à l'intérieur du métro. Pour survivre dans cette niche écologique à la périphérie de leur zone où ils habitent, les populations doivent s'adapter. Et une partie de cette adaptation,
c'est de modifier le comportement autour de la reproduction, et c'est ça qui entraîne un isolement reproducteur. Donc on a un isolement génétique qui suit l'adaptation à une niche écologique un petit peu différent, qui se retrouve à la périphérie de la zone occupée par l'espèce. Donc ça, c'est clairement un événement récent. Okay. Alors, spéciation parapatrique, on a une séparation géographique, mais cette fois-ci, c'est un petit peu différent. Donc, on imagine que l'on a une espèce qui s'étend sur une grande aire géographique, et petit à petit, les populations qui sont aux extrémités vont diverger. Pourquoi? Parce que les croisements entre les individus de la population ne sont pas libres et aléatoires sur l'ensemble de la population, c'est-à-dire que les individus vont avoir plus tendance à se reproduire avec des voisins. Donc, petit à petit, on peut avoir l'impression d'un gradient phénotypique et génotypique au sein d'une population. On appelle ça un Klein, en anglais en tout cas. Donc, on peut avoir l'apparition de... donc, petit à petit, les populations aux extrémités vont diverger. Et la question, c'est que, est-ce que cette divergence peut aller jusqu'à la spéciation? C'est-à-dire que si la population au milieu ici n'existait plus, on n'aura que des deux populations aux extrêmes. Et est-ce qu'ils pourraient se reproduire ensemble, oui ou non? Donc ça, c'est un petit peu la question que l'on se pose. Donc ça, c'est le modèle de spéciation parapatrique. Donc les populations aux extrémités vont tellement se diverger que finalement, ils vont constituer deux espèces distinctes. C'est le modèle. Est-ce que ça existe en vrai? Donc il y a plusieurs exemples, dont celui-ci. Donc ce sont les petits oiseaux du genre Philoscopus. Et cette espèce Trochiloides se trouve en Asie. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6 sous-espèces, ou peut-être 7, 1, 2, 3, 4, 5, ouais. 6 sous-espèces sont identifiées, qui ont des champs légèrement différents. Et les couleurs sur la carte représentent les aires de distribution de chaque sous-espèce. Et les tracés ici, c'est le champ des oiseaux. Donc à chaque fois que l'on a deux sous-espèces qui se côtoient, ils se croisent librement. Sauf en Sibérie, quand on a les populations bleues et les populations rouges dans la même zone, et les individus ici ne se croisent plus. Ils sont en isolement génétique l'un par rapport à l'autre. Pourquoi? Parce que les individus de la population bleue ne reconnaissent pas le chant des individus de la population rouge et inversement. Donc quand ils sont là en train de chercher une partenaire, ils chantent, mais en fait les femelles de l'autre espèce ne reconnaissent pas le chant et elles ne viennent pas. Donc on a un isolement reproducteur ici entre ces deux populations. Alors comment ça s'est passé? Bon, en analysant les marquages génétiques, en refaisant une reconstruction phylogénétique, on pense que la population ancestrale vivait ici, au sud du plateau tibétain. Et au cours, à la fin du dernier âge glaciaire, donc pendant le dernier âge glaciaire, tout ici était couverte de glace par les glaciers. Et avec le fond des glaciers, cette population ancestrale a pu migrer vers le nord. Wow. Mais une population est partie par le nord, par l'ouest, une autre population est partie par l'ouest, par l'est. Et le plateau tibétain posait une barrière. Et donc, petit à petit, les populations aux extrêmes ont divergé jusqu'à ce qu'on ait ces deux populations en Sibérie qui se retrouvent et finalement qui sont en isolement reproducteur l'un par rapport à l'autre. Et ici, on a une zone vide qui est à cause de la déforestation liée à aux activités de l'homme. Donc, la sous-espèce ici, rouge, là, est vraiment en isolement reproducteur. Donc, c'est un bon exemple de la spéciation parapatrique. Alors, spéciation sympatrique. Cette fois-ci, on propose que l'on a
l'émergence de deux espèces sans séparation géographique. C'est ça l'idée. Et pendant longtemps, il a été très difficile de mettre en évidence que la spéciation Saint-Patrick existait. Parce que même si on retrouve deux espèces distinctes, mais liées dans le même genre, dans la même zone géographique, c'est très difficile d'être certain que ces deux espèces-là n'ont pas été séparées géographiquement pendant une petite période de leur histoire, et c'était pendant la séparation géographique que la spéciation a eu lieu. Et ensuite, par migration, les deux espèces se retrouvent maintenant dans la même zone géographique. Donc ça, c'est le problème de prouver que la spéciation Saint-Patrick existe, mais quand même, il y a quelques exemples. Et notamment chez deux espèces de palmiers qui sont des espèces endémiques sur une île déserte, l'île de Lord Howe. Donc ces deux espèces de palmiers vivent sur une île et uniquement sur cette île-là, nulle part ailleurs au monde. Donc on est certain que ces deux espèces ont divergé tout en habitant la même île. Donc c'est un exemple de spéciation Saint-Patrick. Alors comment ça s'est passé? Bon, on regarde un petit peu la biologie de ces deux espèces. Donc, on pourrait se demander aussi, est-ce qu'ils sont vraiment en isolement reproducteur? Oui, parce que les périodes de floraison de Forsteriana et de Belmoriana sont distinctes. Donc, des pollens de Forsteriana vont jamais tomber sur une fleur de Belmoriana et inversement. Donc, il y a un isolement reproducteur. Et quand on regarde un petit peu où poussent ces palmiers, on voit qu'il y a une spécialisation. Donc Belmoriana s'est spécialisé dans les sols légèrement acides et Forsteriana est spécialisé à pousser sur des sols alcalins. Donc c'est probablement cette spécialisation sur des niches écologiques un tout petit peu différentes qui est à l'origine de la spéciation Saint-Patrick ici et qui s'est finalisée par un isolement génétique, par une modification des périodes de floraison. Ok, alors pour voir si vous avez bien suivi, je vous propose l'exemple suivant. Donc ce sont des salamandres du genre Ensatina. Et chez l'espèce Ensatina escholzii, on dénombre 7 sous-espèces qui ont des morphologies distinctes, que l'on voit ici. Chaque fois que deux membres des différentes sous-espèces se croisent, ils sont interfertiles, sauf quand Cruciater, ici, croise un individu de la sous-espèce Clairberry. Donc ici sur la carte, on voit la distribution des zones occupées par les différentes sous-espèces. Au milieu, c'est une grande vallée qui provoque une barrière géographique qui empêche la migration entre ces deux chaînes montagneuses. Ouais, vallée San-Joaquin. OK. Donc, quel mécanisme de spéciation? Là, c'est les choix pour vous. OK, tout le monde est bon? Tout le monde a réfléchi sur ça? OK, qui dit 1, spéciation allopatrie par vicariance? Quelques-uns. Qui dit 2, spéciation Saint-Patrick? Personne. Qui dit 3, spéciation parapatrique? Un peu plus. 4, spéciation péripatrique.
Ok, la réponse est 3. Ok, c'est la majorité qui a raison là. Spéciation parapatrique. Parce que pourquoi? Il n'y a pas vraiment de séparation. Ok, donc ça c'est faux. Parce qu'on n'a pas la population qui est scindée en deux. Parce que l'espèce occupe une zone qui est continue. Et on a un petit peu l'inverse de ce qu'on a vu avant là. Donc probablement la population ancestrale c'est au nord. Et elle a petit à petit colonisé des zones plus au sud, mais c'est la vallée ici qui pose une barrière géographique qui fait que les populations à l'est ne se côtoient plus les populations à l'ouest, jusqu'à ce que la vallée n'est plus une barrière et puis on peut avoir une migration en bas. Donc c'est un exemple de la spéciation parapatrique. Chaque fois que on voit une distribution en anneaux et les deux extrémités qui se touchent, mais qui ne se recroisent plus, c'est ça la spéciation parapatrique. Ok, donc pour ça, les points importants, c'est que tant que les individus dans une population peuvent se croiser librement, on ne peut pas avoir la spéciation ne peut pas avoir lieu. Donc, il faut qu'il y ait quelque chose qui va entraver le flux de gènes entre deux parties de la population, et c'est ça qui va permettre au génome de diverger, et va permettre la spéciation. Et donc, c'est ça, la divergence des génomes liée à une barrière au flux génique, c'est ça qui est à l'origine des espèces. Alors, deux modèles. Donc, soit on a une séparation géographique qui va entraîner une séparation génétique, ou alors on a une barrière au flux génique qui est uniquement biologique, sans séparation géographique. Donc, c'est bon pour tout le monde, j'avance là? Donc, à un moment donné, pour empêcher un libre flux de gènes entre des individus des deux populations distinctes qui vont devenir deux espèces distinctes, il faut qu'il y ait une barrière au flux génique. Donc, et ces barrières peuvent être pré- ou post-zygotiques. Donc là, on parle d'une barrière pré-zygotique, ça veut dire que la fertilisation n'a pas lieu. Une barrière post-zygotique, la fertilisation a lieu, mais le zygote ou l'hybride est soit non viable, soit non fertile. Donc on va voir en quoi consistent les barrières au flux génique. Donc pour les barrières pré-zygotiques, on peut avoir plusieurs raisons pour lesquelles la fertilisation n'a pas lieu. Donc on peut avoir une barrière écologique, physiologique, avec des périodes de reproduction différentes. Donc chez les poacées, ici, Agrostis stolonifera, Agrostis tenuis, et on a une qui fleurit le matin, l'autre qui fleurit l'après-midi. Par temps couvert, on peut avoir l'hybridation. Mais dans d'autres exemples qu'on a vus, Hawaïa, les deux espèces de palmiers sur l'île déserte, leur période de floraison était séparée dans le temps, par plusieurs semaines. Donc ça, c'est un exemple pareil de période de reproduction différente. C'est aussi le cas chez les saules. Donc on se reproduit à différents moments dans l'année et du coup, ça, c'est une barrière pré-zygotique. Chez les animaux, on peut avoir des barrières éthologiques, c'est-à-dire le comportement autour de la reproduction est modifié. C'était le cas chez Philoscopus. Donc les champs des sous-espèces devenaient mutuellement incompréhensibles. Donc du coup, mâles et femelles des différentes sous-espèces ne se rencontraient pas et donc il n'y avait pas de fertilisation. C'est une barrière éthologique. Et c'était aussi le cas pour les différentes espèces de crevettes revolver. Quand on les met ensemble, ils se reconnaissent comme faisant partie, ils se reconnaissent plus comme faisant partie de la même espèce, donc ils vont pas se reproduire ensemble. Et c'était aussi le cas pour les moustiques Culex pipiens et Molestus. Donc c'est le comportement autour de la reproduction qui était modifié. Chez Molestus, une partie de l'adaptation à la niche écologique, c'était de devoir se reproduire dans des espaces clos. Et donc,
ça a modifié le comportement autour de la reproduction, et c'est ça qui fait que les Mosaicus, ils vont plus se croiser avec des pipiens. C'est une barrière prézygotique éthologique. Et la dernière chose qui peut avoir lieu, ce sont des barrières anatomiques, c'est-à-dire que les organes sexuels vont être anatomiquement incompatibles. Et chez les plantes, ça se produit par la forme de la fleur. Donc, soit des espèces de plantes seront adaptées et spécialisées pour certaines espèces de pollinisateurs, ou alors quand différentes espèces de plantes sont fertilisées par le même pollinisateur, il peut y avoir des formes de fleurs distinctes qui font que le pollen n'est pas déposé sur la même partie de l'insecte, du pollinisateur, et du coup, il va livrer les pollens sur la stigmate uniquement de la bonne espèce. C'est le cas chez certaines orchidées. Ok, donc comportement, physiologie ou anatomie autour de la reproduction, tout ça, ce sont des barrières pré-zygotiques. La barrière post-zygotique, donc la fertilisation a lieu, mais le zygote est infertile ou non viable. Donc il y a deux mécanismes un petit peu théoriques que l'on peut proposer, l'incompatibilité karyotypique et l'incompatibilité génétique. Ce n'est pas vraiment la même chose. Donc l'incompatibilité karyotypique, dans le cas le plus simple, c'est quand deux espèces avec un complément chromosomique différent vont se croiser, qui donne un hybride qui a un complément chromosomique impair. Donc du coup, lors de la méiose, l'hybride ne peut pas générer des gamètes qui sont équilibrés. Et donc, il est stérile. Alors, ça, c'est le cas quand on a des incompatibilités, quand on a de nombres de chromosomes différents. Mais même quand deux espèces ont le même nombre de chromosomes, des fois, les hybrides ne sont pas fertiles parce qu'on a de nombreuses inversions et translocations qui différencient les deux espèces. Et ça aussi, ça va provoquer des problèmes lors de la méiose chez les hybrides. Donc, c'est ça l'incompatibilité karyotypique, l'organisation des chromosomes. À côté de ça, on a l'incompatibilité génétique. Cette fois-ci, il faut essayer d'imaginer que les chromosomes restent totalement identiques, le même nombre, même organisation, mais néanmoins, il y a des mutations qui s'accumulent dans les gènes qui font que les organismes sont incompatibles génétiquement. Donc ça, c'était un modèle proposé par Dobzhansky et Müller dans les années 1930. Et ce qu'ils cherchaient, c'était d'expliquer en termes génétiques pourquoi un isolement géographique allait entraîner par la suite une incompatibilité biologique, un isolement reproductif. Et ce qu'ils ont proposé, c'est que il faut tenir en compte les interactions entre deux locus, pas un seul gène, une paire de gènes, où certaines combinaisons des allèles vont être néfastes. Donc on imagine dans notre population ancestrale, on a les locus A et le locus B, on a l'allèle 0 dans la population ancestrale. Donc on va proposer un mécanisme de spéciation allopatrique, donc la population va être séparée géographiquement, et chaque population va évoluer de façon indépendante. Donc dans la population 1, le locus A va développer l'allèle 1 et le locus B l'allèle 1. Dans la population 2, on aura des allèles différentes. Donc ici, dans la population 1, la combinaison allèle A1, B1, ça marche, tout va bien. Dans la population B2, la combinaison A2, B2, ça marche, c'est parfait. Mais le problème, c'est que quand les deux s'hybrident, on a la combinaison A1, B2 qui, lui, va être néfaste. Et du coup, ces individus-là vont être non viables. Donc ça, c'est le mécanisme théorique
d'une incompatibilité génétique où on a deux gènes codant pour les protéines qui vont interagir ensemble et que leur fonction va être très importante pour l'organisme. Alors, ça a pris longtemps pour identifier les paires de gènes Dobzhansky-Müller, mais certains exemples sont connus. Donc, je vais passer rapidement parce qu'on a peu de temps qui reste. Donc, un exemple, c'est deux locus chez le drosophile, les locus HMR et LHR, qui sont responsables de l'infertilité entre Drosophile melanogaster et simulans. Et la fonction de ces deux gènes, donc les protéines codées par ces deux gènes-là, vont s'associer, former un complexe sur les chromosomes, et normalement, ce complexe se forme uniquement au centromère. Et c'est ça qui va permettre les centromères de s'attacher au fuseau mitotique. Donc c'est très important pour que le chromosome s'attache à seulement un endroit, parce qu'ensuite le chromosome va partir soit à gauche, soit à droite. Le problème, c'est que lorsqu'on a des hybrides, les complexes LHR et HMR vont se former tout au long du chromosome, et du coup, lors de la mitose, les chromosomes seront cassés, parce qu'ils vont s'attacher au fuseau mitotique à plusieurs endroits, et ils vont essayer de partir dans deux directions différentes. Et donc ça, c'est un exemple d'une paire de gènes Dobzhansky-Müller. Donc on connaît le mécanisme qui fait que ces deux espèces-là sont incompatibles génétiquement. Mais découverte en 2006, donc 70 années après la prédiction que ce type de paire de gènes devrait exister, on les trouve. Ok, donc, avant de passer 10 dernières minutes sur polyploïdie, 2 minutes pour réfléchir à cette question-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre en évidence une incompatibilité génétique ? Ok, donc rapidement, dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que c'est 1 ? Qui dit oui, c'est ça. Qui dit 2, il y a une ou deux mains. Qui dit 2, c'est ça. Okay. Qui dit 3, c'est ça. Une ou deux personnes. Qui dit 4, c'est ça. Ah, ça 4, c'est la majorité. Ah, vous avez faux. Okay. Donc il faut raisonner un petit peu par élimination. Okay. Ici, on les met tous les deux dans un camp, ils ne se reproduisent pas. Ça, c'est plutôt pré-zygotique. Okay, ils ne se mettent pas ensemble, donc il n'y a pas de fertilisation. Donc c'est pas ça. Incompatibilité génétique, c'est une barrière post-zygotique. Donc ici, c'est pré-zygotique. Ils forment un hybride, mais qui est infertile. Donc ça, c'est une barrière post-zygotique, c'est vrai, mais on ne connaît pas le mécanisme pour le 4. Okay, donc ça peut être une incompatibilité génétique ou karyotypique. Donc cela ne permet pas de distinguer. Okay. Pour la 2, c'est plutôt une incompatibilité karyotypique. Et donc, la bonne réponse est 3. OK. Donc, on a la fertilisation, c'est vrai. Donc, c'est post-zygotique. Ça ne marche pas, malgré le fait que le karyotype est comparable. Donc, c'est une incompatibilité génétique et pas karyotypique. Voilà. OK.
Donc on va aller rapidement sur notre dernier sujet d'aujourd'hui, spéciation par polyploïdie chez les plantes. C'est un cas un peu particulier. Qu'on observe chez plusieurs espèces de plantes, par exemple Solanum tuberosum, qui est quoi? Quelqu'un sait ce que c'est ça? Tuber, Solanum. Personne ne sait? Des tubères que l'on mange. Pomme de terre, la patate, ok? Solanum tuberosum, pomme de terre, qui est une espèce qui a son origine en Amérique du Sud. Quand on regarde dans les autres espèces sauvages, bon, l'espèce cultivée, complément chromosomique, 2n égale 48. Si on regarde les espèces sauvages, 2n égale 24. Donc, les diploïdes chez les espèces sauvages sont 2n égale 24. Donc, l'espèce Solanum tuberosum, c'est une tétraploïde qui a été dérivée par un dédoublement de l'ensemble des chromosomes d'un ancêtre sauvage. Donc, c'est ce qu'on appelle l'autopolyploïdie. Et du coup, Solanum tuberosum, il est en isolement génétique par rapport à son espèce ancestrale. Alors, l'autopolyploïdie, comment ça arrive? Quel est le mécanisme? Deux mécanismes possibles. Donc, on commence avec une plante 2n égale 4, ici dans mon petit exemple. Il va faire des gamètes, normalement n égale 2. Mais de temps en temps, on peut avoir un gamète produit lors d'une méiose déséquilibrée. Donc, une des 4 gamètes va récupérer un apport chromosomique dédoublé. Donc, il va avoir un gamète 2n. Donc, on va imaginer que cette gamète va fertiliser un gamète normal. Donc, du coup, l'hybride, enfin, c'est pas un hybride, c'est la même espèce. Donc, l'individu sera 3n. Normalement, ces individus-là sont stériles. C'est le cas de la banane Cavendish, par exemple. Donc, mais de temps en temps, on peut avoir à nouveau la production de gamètes déséquilibrées. Donc, du coup, cette fois-ci, notre gamète, il va être 3n. Il va avoir tous les chromosomes. Et cette fois-ci, si ce gamète 3n fertilise une gamète 1n, on a un individu qui est 4n et qui peut produire des gamètes équilibrées. Ce sera le seul individu de son espèce, donc il faudrait qu'il se reproduise par autogamie, autofertilisation. Alors, deuxième mécanisme, c'est, imaginons qu'on a une plante génétiquement normale, le zygote est formé, mais lors des premières divisions, première mitose après la fertilisation, une cellule va récupérer tous les chromosomes. La cellule fille qui a 0 chromosome va mourir, et ensuite, tous les tissus de la plante, ou une bonne partie, seront dérivés d'une cellule qui est 4n. Et donc, les fleurs dérivées à partir de cette cellule 4n vont produire des gamètes qui sont 2n. Et ensuite, si cette fleur s'auto-fertilise, on a une descendance 4n fertile. Donc, non-disjonction méiotique ou mitotique peuvent donner des autopolyploïdes. Alors, l'allopolyploïdie, c'est un autre mécanisme. Donc, cette fois-ci, on a une hybridation entre deux espèces qui va mener au dédoublement de tous les chromosomes. Et très important pour l'histoire de l'humanité, ce mécanisme de spéciation. Parce que le blé avec lequel on fabrique du pain, Triticum aestivum, n'est pas une espèce naturelle. C'est une allopolyploïde dérivée d'une espèce sauvage, Triticum urartu, 2n égale 14. C'est une hexaploïde. Regardez la différence entre les graines ici et celui-ci. On ne fonde pas une civilisation en bouffant ce truc-là. Ça ne marchera pas. Alors, quelle est la dérivation de Triticum aestivum? Initialement, c'est une hybridation entre deux espèces, Triticum urartu et une autre espèce sauvage, Aegilops peltoides, qui donne le premier blé cultivé.
Triticum turgidum, blé dur, qui se cultive uniquement dans les pays chauds. Deuxième événement, c'est une deuxième hybridation avec une espèce qui vit un peu plus au nord, qui donne le Triticum estivum. C'est cette hybridation qui permet de cultiver le blé en France, par exemple. Turgidum, c'est encore cultivé au Moyen-Orient, mais ici, il ne fait pas assez chaud. Donc, ces événements extrêmement importants pour toute notre culture. Pas de blé, pas de grandes villes, pas de civilisation. Et ces espèces-là ne sont pas naturelles. Elles n'existaient pas il y a 20 000 ans, ces espèces-là. Et c'est grâce à nos ancêtres néolithiques qui ont récupéré les variantes produites spontanément, naturellement, qui les ont sélectionnées et qui les ont cultivées. Que l'on a ça, que l'on a le blé aujourd'hui. Donc ça, c'est un exemple très important pour nous, mais c'est un processus naturel qui n'est absolument pas rare. On considère que 25 à 50% des espèces de plantes actuelles avaient une origine de allopolyploïdie quelque part dans leur évolution. Donc c'est un mécanisme de spéciation extrêmement fréquente et très importante chez les plantes. Comment ça marche? Très rapidement, encore une fois, on peut avoir une non-disjonction méiotique chez un des deux partenaires. Et ça va nous donner une hybride 2n égale 7 non viable, sauf si, à nouveau, il y a une non-disjonction de l'arbre de Mayeux, donc il produit un pollen n égale 7, et celui-ci peut fertiliser un gamète normal de la deuxième espèce. Donc on finit par avoir un individu fertile qui a dédoublé son apport chromosomique. Et pareil, il faut qu'il s'auto-fertilise pour produire d'autres plantes avec ce génotype. Et aussi, on peut proposer une non-disjonction mitotique. Chez l'hybride, donc on a des cellules somatiques qui sont déjà tétraploïdes, qui vont former des gamètes avec un apport chromosomique dédoublé, et par autofertilisation, on va avoir un individu totalement tétraploïde. Donc, pour conclure, nombreux mécanismes de spéciation proposés, et puis en cherchant bien, on trouve. Donc, ce sont des phénomènes qui existent vraiment, véritablement dans la nature. La spéciation, c'est un processus qui a lieu tout le temps. Ce n'est pas juste un truc historique. Et selon les groupes d'organismes, les mécanismes prédominants vont être différents. 2 minutes encore, s'il vous plaît. Chez les plantes, allopolyploïdie, c'est très très important. Chez les animaux, beaucoup moins. Pourquoi? Parce qu'on a une possibilité d'avoir l'autofertilisation, une facilité de former des hybrides viables chez les plantes que l'on ne retrouve pas chez les animaux. Et curieusement, ce sont les mêmes caractéristiques qui rendaient le concept biologique d'espèce très difficilement applicable aux espèces de plantes. Donc, polyploïdie, mécanisme de spéciation sympatrique, très importante chez les plantes. Chez les animaux, plutôt des mécanismes de spéciation allopatriques. Donc, on s'arrête là, et puis on se revoit dans 2 semaines.